Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une voix qui compte dans le monde médical, le professeur David Kayat. Bonjour professeur. Bonjour. Ancien chef du service d'oncologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de 1990 à 2017, premier président de l'Institut national du cancer qui poursuit en bon vivant qu'il est également sa quête de la bonne santé, du bien-être, mais également du plaisir que vous aviez amorcé dans Arrêtez de vous priver, chez Albin Michel, votre ouvrage précédent. Vous insurgiez déjà contre les fausses bonnes recommandations alimentaires aux objectifs difficiles à atteindre par le plus grand nombre et qui enferment dans un échec culpabilisant et provoquent souvent le renoncement. Vous persistez, signez et complétez votre démarche avec un petit dernier, au titre on ne peut plus explicite, l'ordonnance est dans votre assiette. Chez Plomb, vous y détaillez plus d'une centaine d'aliments connus à l'aide d'un nouvel outil, le score Nutri-Santé, qui informe le consommateur non seulement sur leur qualité nutritionnelle, comme le fait le Nutri-Score, mais également la transformation, la présence ou non d'additifs, l'impact sur l'environnement. Et vous ajoutez des conseils utiles sur les qualités, les quantités, les fréquences de consommation, sans omettre l'indispensable activité physique, si chère au docteur Serge Rafale et dont vous fournissez les équivalents de durée de pratique. Docteur Serge Rafale, je vous ai pas salué, je suis vraiment mal élevé. Bonsoir. C'est la première partie de Réfoy, le grand entretien. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Kayat, bonjour. Bonjour. Je suis honoré, très heureux de vous accueillir à nouveau pour votre petit dernier qui, dans la démarche du précédent, nous invite toujours à veiller à la qualité de notre alimentation, mais sans tomber dans une forme d'hygiénisme, voire d'autorexie, avec des mesures drastiques, pas toujours nécessaires ni applicables pour le plus grand nombre. Pour vous, manger doit rester un plaisir où quasiment tout est autorisé à condition de maîtriser les portions et la fréquence de consommation. Vous jetez un pavé dans la mare, vous en prenant au Nutri-Score de l'équipe du professeur Serge Herzberg, dont vous déplorez les manques, les imperfections et parfois les erreurs, nous y reviendrons bien sûr, et vous proposez votre propre score Nutri-Santé qui fournit les informations complémentaires utiles dont a parlé Nicolas. Avant de commenter quelques-uns des composants des 4 repas principaux, dressons d'abord le constat des liens entre l'alimentation, la santé, les pathologies, les maladies comme le cancer. Bien, écoutez, le constat est tout à fait malheureux parce que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que si vous regardez avec un peu de perspective ce qui se passe dans le monde, vous voyez que depuis 30 ans, on a changé la nature des causes principales de mortalité dans le monde. On était sur les maladies infectieuses, mais grâce aux progrès qui ont été faits avec les vaccins, les antibiotiques, l'eau propre, tout à l'égout dans les pays en développement, c'est devenu la première cause de mortalité dans le monde sont les maladies non communicables, ce que l'OMS appelle les NCD, et représentent 72% des causes de mortalité dans le monde. Et c'est exactement la même chose pour la France en particulier. Ces NCD, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes et toutes ces maladies que l'on appelle chroniques, qui gâchent la vie et qui la raccourcissent de façon souvent considérable. Il faut savoir que ces maladies-là sont en grande partie liées à ce que nous mangeons. C'est pour ça que le livre que je viens de faire s'appelle « L'ordonnance est dans l'assiette ». Mais on aurait pu prendre le vieil adage qui dit « on est ce que l'on mange ». 20% des cancers sont dus à l'alimentation, probablement la moitié des maladies cardiovasculaires et probablement 80% des diabètes, par exemple. Donc il faut mieux comprendre ce que l'on mange, mieux comprendre l'impact de ce que l'on mange. Le surpoids, l'obésité, alors, et là, j'en viens, en rapport avec ça. Quand on prend l'alimentation, c'est 20% des cancers, mais il y a un deuxième paramètre qui est lié à l'alimentation et qui a un impact majeur sur le risque de développer surpoids et l'obésité. C'est le surpoids et l'obésité. Aux États-Unis, la moitié de la population est obèse. On y est presque, non? Et nous, on est déjà très élevés parce que hein. si vous prenez les gamins de 7 à 15 ans, disons à peu près, vous avez déjà plus de 35% des gamins qui sont obèses. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont les plus pauvres, les moins cultivés, les moins éduqués, dans les régions les plus défavorisées de la France, que nous avons le plus de prévalence, c'est-à-dire de présence de cette obésité, et donc la promesse demain d'une hypermortalité par ces maladies qui, je l'ai dit, sont terribles pour ceux qui en souffrent, coûtent extrêmement cher à la société. Donc, éduquer les gens sur ce qu'il y a dans l'assiette, j'ai estimé depuis des années que c'était un peu de mon devoir après avoir soigné les cancers, après avoir organisé les soins du cancer en France avec l'Institut national du cancer,
il m'a semblé qu'il était temps, depuis 4-5 ans, de m'investir dans la prévention du cancer. Parce que c'est ça la vraie solution. C'est lutter contre le fait de fumer des cigarettes de combustion, c'est le fait de mieux manger, et pour ça, il faut des repères de consommation. Toute l'Europe, même la Commission, a demandé que l'on crée un outil qui corresponde qui permet de donner à tous les citoyens européens des repères simples de consommation. Mais vous dites il y a trop d'interdits qui sont souvent faux ou inadaptés, et vous dites que dans la noria d'informations que nous recevons, c'est décourageant. Le sucre nourrit le cancer, le sel l'hypertension artérielle, le gras l'artériosclérose, la viande le cancer du côlon, l'alcool le cancer du sein, les légumes sont bourrés de pesticides, les poissons sont pleins de métaux lourds, les laitages sont dangereux pour la prostate. Vous dites nous devrions tous être déjà morts. Mais on passe à table avec la peur au ventre. Et il faut changer ça. Et pour ça, il faut de l'éducation, il faut de l'information, il faut pas faire passer des messages, et il faut rassurer. Rassurer, et en même temps, c'est pas le Far West. Or, ceux qui font pression sur nos concitoyens pour modifier leur alimentation, ou en tout cas l'influencer, sont les industries agroalimentaires, les grandes marques de fast-food, etc. Et ce qu'ils prônent, ce qu'ils suggèrent, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut bien que quelques personnalités se lèvent et disent non, il vaut mieux faire ça que ce dont on vous parle à la télévision, parce que c'est marqué en bas, boire, ne pas trop manger, bouger, machin. Enfin, franchement, vous pensez que ça a un impact, ça ? Le Nutri-Score et les raisons qui vous ont poussé à proposer votre propre score santé. En fait, on est de plus en plus nombreux à scanner nos achats alimentaires pour nous informer, pour nous rassurer. Mais parfois, c'est contre-intuitif. Je suis vraiment pas le seul à le dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de nutritionnistes qui le disent. Mais je voudrais ici, quand même, parce que vous avez parlé d'un éventuel conflit. Non, je voudrais vraiment et très sincèrement rendre hommage à Serge Herzberg pour avoir créé et diffusé le Nutri-Score. Il n'y avait pas de repère de consommation quand le Nutri-Score est apparu en France. Maintenant, ce Nutri-Score, il a vieilli, les industriels ont compris comment le manipuler, d'accord ? Et finalement, il devient aujourd'hui contre-intuitif. Et preuve en est qu'un certain nombre... La Commission européenne a demandé qu'il y ait un Nutri-Score, entre guillemets, européen, mais beaucoup de pays refusent de prendre le Nutri-Score français. Pourquoi ? L'Italie, par exemple, si elle prenait le Nutri-Score, la plupart des produits qu'elle propose, l'huile d'olive, les spaghettis, les fromages... le professeur Herzberg, ici, nous a expliqué que les Italiens et les Espagnols n'étaient absolument pas contents du Nutri-Score. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Parce que tous leurs produits seraient... Pourquoi ? Parce que le Nutri-Score, si vous voulez, il a un avantage, c'est que c'est le premier outil qui permet aux gens de mieux comprendre ce qu'ils vont acheter au supermarché. Il a un désavantage, c'est qu'il ne tient pas compte de la portion. Il tient compte de 100 grammes. 100 grammes d'huile d'olive, 100 grammes de Roquefort, 100 grammes de camembert, de n'importe quoi, 100 grammes. Alors du coup, le beurre, il est Bien sûr, c'est 80%, 85% de matière grasse. Il explique que les fromages sont attendez, je vous dis, les charcutiers sont fous furieux, les fromagers sont fous furieux, les bouchers, etc. Pourquoi ? Mais pourquoi ? 100 grammes de beurre ? Mais qui mange 100 grammes de beurre ? Je veux dire, moi, je réhabilite, comme vous le savez, la tartine pain-beurre le matin. On va en parler. Mais combien de beurre ? Vous savez, quand vous allez dans le café, au bar, là, moi j'aime bien le matin, prendre un expresso avec une tartine au bar, et on vous donne le petit truc de beurre doré, vous savez, la petite plaquette, là. C'est 8 grammes de beurre. Pourquoi ces 8 grammes, on devrait être Et donc, alors, c'est vrai que le Nutri-Score, au début, il a été fait pour qu'on puisse comparer les aliments les uns avec les autres. Mais personne ne le sait. Madame Michu, qui va au supermarché acheter de quoi manger pour ses enfants, elle le sait pas. Elle se dit, c'est vert. C'est comme le feu rouge. Si c'est vert, c'est bon, je peux y aller. Rouge, c'est pas bon, je peux pas. Donc le beurre, elle l'achète pas. L'huile d'olive, elle l'achète pas. Les fromages non plus. Et vous dites de mettre dans Par son contre, qu'est-ce qu'elle va acheter ? Des frites. Et vous dites de mettre dans son caddie que des produits A, dont les frites. C'est évidemment c'est une le erreur. premier truc qui m'a complètement... je réfléchissais à un système, mais quand j'ai été faire un jour le supermarché, il y a un an, je le fais de 30 ans, mais là j'ai regardé les frites et j'ai vu que toutes les frites congelées étaient classées A sur le Nutri-Score. A vert. À la limite, si on avait créé un A rouge, je veux bien. A vert, pourquoi ? Parce que le type qui a fait les frites, il les a fait coter le Nutri-Score avant la cuisson. Vous mangez des pommes de terre crues, vous ? Difficile, non ? Bon. Donc, cette mère de famille qui va acheter à manger pour ses enfants,
Elle se dit, moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un bon produit. C'est vert, c'est A. Donc, allons-y pour les frites. Mais c'est une aberration nutritionnelle. Donc, moi, ce que je dis, en plus, il se passe d'autres phénomènes. C'est qu'il n'a jamais été montré que manger en A et B améliorait la santé. D'accord ? Donc, il y a un problème. Surtout parce que ce qui a été parfaitement montré, c'est que l'existence d'un critère d'ultra-transformation, les additifs qu'on rajoute dans les aliments très industriels, ça, c'est très mauvais pour la santé, ça augmente le risque, et ça, c'est démontré, c'est mauvais pour la santé. Là, ça n'en tient pas compte. Et le troisième... Malheureusement, 30-40% de la population, maintenant, se tourne vers ces aliments ultra-transformés. Bien sûr, ils sont pas chers, ils ont une capacité de satiété, de produire une satiété qui est très importante. Elle est calculée pour ça. Mais attendez, moi, mes enfants, j'ai 5 petits-enfants, j'ai 3 enfants. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à leur parler de ce projet, ils m'ont dit, mais papa, il faut que tu tiennes compte de la planète. Moi, j'ai une fille, on doit aller en Italie ensemble pour les fêtes. Elle m'a dit, moi, j'irai en train, j'irai pas en avion avec toi. Parce que ça compte pour eux, les jeunes, aujourd'hui. Alors, quand vous avez 2 yaourts sur le même étagère, à peu près au même prix, et qu'un, il est dans un pot en verre, et l'autre, il est dans un pot en plastique, dont vous êtes sûr que ce foutu plastique, il va finir dans le ventre des poissons. Dans 2050, l'OMS dit, il y aura plus de poids de plastique dans l'océan que de poids de poissons. Notre devoir, vous, moi, cette génération qui sommes responsables de ce désastre écologique, c'est quand même de réagir et de trouver des solutions. Vous avez vu qu'il y a une conférence qui s'organise pour essayer de maîtriser la fabrication ou l'utilisation des plastiques. Vous savez que malgré tout ce qu'on dit sur le plastique, l'année dernière, on a fabriqué dans le monde beaucoup plus de plastique que l'année d'avant. Le 5e continent... 5e continent, en plein milieu du Pacifique. Donc, il y a un vrai problème. Alors, avec Nathalie Hutter, qui est nutritionniste et tout, on s'est penché, on a essayé de faire un score intégré, c'est-à-dire qui tient compte du Nutri-Score, mais par la vraie portion, donc 8 grammes de beurre et pas 100 grammes de beurre. Deuxièmement, l'ultra-transformation. Donc, vous pouvez avoir 2 produits qui sont les mêmes, mais un, il y a beaucoup d'additifs, et l'autre, il n'y en a pas, ils n'auront pas la même note. Et puis, troisièmement, le score planète, le yaourt pour verre, le yaourt pour plastique, et d'autres. Par exemple... Vous donnez un exemple qui est intéressant, professeur Kayat, qui est la portion moyenne de viande entre la France et les États-Unis. Oui. Vous dites, c'est rien de comparable. Mais non. Alors, la viande, en octobre 2015, l'OMS a dit la viande rouge est considérée comme potentiel probable cancérigène et la charcuterie cancérigène avérée. Sauf que la viande rouge, la vingtaine d'études dont se sont servis les experts pour donner leur avis, 19 sur 22 étaient américaines, donc de la viande américaine. Or, la viande, quand on parle de viande aux États-Unis et en France, on ne parle pas de la même chose, figurez-vous. C'est du simple au double. Mais c'est pire que ça, c'est du simple au quadruple. 100 grammes de filet. Le filet, c'est un morceau précis du bœuf, d'accord ? Le plus cher. Vous avez 100 grammes de filet de bœuf. En France, c'est en moyenne 150 calories, parce que entre une limousine et une machin, c'est pas la même chose. En moyenne, 4% de matière grasse. Le même filet aux États-Unis, c'est pas 150 calories, c'est 290 calories. 24% de matière grasse. C'est pas tout. Vous mangez pas de la viande, vous mangez une portion de viande. Les études de consommation montrent que la portion moyenne en France, elle est 90 grammes. La portion moyenne aux États-Unis, elle est 200 grammes. C'est-à-dire 2 fois plus en calories, donc 4 fois plus. En plus, la cuisson compte, même l'OMS le dit. On n'a pas pu dire, mais évidemment, ça doit compter. Quand vous avez des marquages noirs sur la viande, vous savez, on marque la viande comme ça. C'est quoi ? C'est des produits cancérigènes, hein ? C'est des benzoapyrènes, c'est tous des produits terribles. C'est les mêmes que vous avez dans la cigarette. Eh bien, les Américains l'adorent, marqué par la flamme, le fantasme du cow-boy, vous savez, fait griller le soir dans le désert. Et ils aiment 70% les viandes très marquées, très cuites, alors que nous, on est 70% saignantes, voire crues. Donc, on parle de 2 trucs et on mélange tout. Nous, en France, notre viande est probablement moins cancérigène et ne justifie pas cette espèce d'anathème qu'on lui a mis dessus. Alors, venons-en à votre score Nutri-Santé. Donc, il tient bien sûr compte de la qualité nutritionnelle de chaque produit, des portions recommandées, on vient de le dire, de la fréquence de consommation, vous les donnez pour chacun des aliments, du degré de transformation et de l'impact, vous l'avez expliqué tout à l'heure pour les yaourts en pot de verre. Oui, j'ai donné un exemple. Un exemple. Et dessus, donc il y a une cotation, qui va de 1 à 10, c'est-à-dire de 1 à 3, on peut y aller. C'est illimité. Quand on approche de 9-10, ça reste exceptionnel. Voilà. Mais, comme vous l'avez dit, rien n'est interdit. Tout est autorisé. C'est une question de
de portions et de fréquence de consommation. N'allez pas manger un cheeseburger toutes les semaines. Mais vous pouvez manger un cheeseburger de temps en temps. Et le cheeseburger, là, vous le dites, il est très mauvais pour l'environnement, par tout. exemple. Pour tout. Tout. Dès qu'il y a de la viande, on sait que le cheptel mondial est source de production de CO2, de méthane et tout, des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, quand il y a de la viande, on déclasse un peu le produit. Même si on dit, il en faut. C'est-à-dire, il faut être flexitarien. Manger un peu de viande, mais pas tous les jours de la viande. Il y a quoi? Après, il y a ces grillés. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, c'est très gras, c'est très calorique. En plus, on vous donne des maxi-portions. Hein, maintenant, partout, on vous suggère le XXL, le big machin, le double cheese. Le triple étage. Donc, voilà. Alors, on va passer très rapidement sur les 4 repas. Je renvoie bien sûr nos auditeurs à votre ouvrage qui est plus complet. J'ai extrait à chaque fois un aliment. On l'a évoqué tout à l'heure, le petit déjeuner. Et vous réhabilitez, en fait, la tartine beurre. Là, on est tous avec nos cornflakes, le muesli, les céréales du petit déjeuner. Vous dites non, c'est bourré de sucre. C'est bourré de sucre. Et la portion qu'on vous dit sur l'emballage n'est absolument pas ce que les enfants mangent. Sur l'emballage, ils vous disent c'est bien parce qu'ils vous disent 30 grammes. Je peux vous dire que toutes les études ont montré que le gamin qui sert, ou la maman qui sert, elle sert 50-60 grammes. En fait, double en termes de calories. Donc, il y a un problème avec ça, parce que ça vous tente, c'est un petit goût sucré, chocolat, ça fait que les enfants, ça les amuse. Donc, j'ai pas dit qu'il faut interdire les céréales, mais n'allez pas croire que c'est la panacée. Ce qui a fait toutes les générations avant nous reste probablement ce qui, de façon démontrée, puisque toutes ces générations ont survécu, et finalement probablement ce qu'il y a de meilleur, un petit bout de pain, une biscotte avec un petit peu de beurre, et puis un petit peu de confiture, un petit morceau de fromage dessus, enfin ça dépend ce qu'on aime, mais ça c'est très raisonnable en termes de calories, en termes de qualité nutritionnelle, il n'y a pas d'ultra-transformation, hein, le beurre c'est de la baratte, voilà, il n'y a pas de... Et puis c'est fabriqué la plupart du temps en France, la France est un grand producteur de farine, donc vous êtes, aussi bien pour la planète que pour votre santé, vous êtes dans le bien. Alors, beaucoup aiment le jus de fruits, ont l'impression que le matin, c'est très très bon. Vous dites, le jus de fruits, c'est plus riche en sucre qu'un soda. Que le fruit, et parfois que certains sodas. Non, si vous aimez les fruits, c'est rafraîchissant, c'est désaltérant le matin, c'est bien. 2 infos. 1, faut préférer le fruit au jus de fruits. Le jus de fruits, c'est un concentré de sucre, hein, il faut bien le reconnaître. Et il n'y a pas les fibres, il n'y a pas tout ce qu'il y a de bon dans le fruit lui-même. Ensuite, la plupart du temps, les gens ne prennent pas des jus de fruits de saison. Hein, essentiellement, c'est du jus d'orange. Or, l'orange, c'est un fruit, c'est un agrume d'hiver. En plein été, dans tous les cafés, les restaurants, les hôtels, le matin au petit-déj, on vous propose du jus d'orange. Donc, le fait de manger un fruit de saison, c'est mieux. Maintenant, il y a une deuxième information, c'est qu'il y a des études qui ont montré que dans le jus d'orange, il y a une molécule qu'on appelle des psoralènes qui s'active à la lumière du soleil et qui devient très cancérigène, ce qui explique que les gros buveurs de jus d'orange, on est dans l'extrême, hein, aux États-Unis, ont plus de mélanome malin, de cancer de la peau, que ceux qui n'en boivent pas. Donc, je dis pas qu'il faut pas boire du jus d'orange, mais il faut pas boire du jus d'orange l'été. Nos parents, nos grands-parents n'en buvaient pas l'été, ils pressaient des oranges l'hiver, quand l'orange était pas chère, qu'elle était sur tous les étals de nos primeurs. Donc, restons raisonnables, regardons le passé, il nous a permis de nous développer, notre civilisation. C'est que c'était pas si mal ce que nous mangions. Nous allons passer au déjeuner. Alors, sur le déjeuner, bien évidemment, vous évoquez le sandwich. Vous dites, de préférence avec du pain complet ou du pain semi-complet. Et vous expliquez qu'en fait, le snacking et le fast-food, qui occupent une place de plus en plus importante, posent problème. Mais plus par la notion de fast que la notion de food. Oui. C'est-à-dire nos habitudes alimentaires ont changé, quoi. On va bouffer debout très rapidement un sandwich. C'est pas bon parce que la satiété n'a pas le temps d'arriver. L'idée que l'estomac est plein, à ce moment-là, l'estomac provoque la sécrétion. On l'a fini avant que... Quand l'estomac est plein, le corps humain, normalement, est bien fait. Quand l'estomac est plein, à ce moment-là, il y a la sécrétion d'une hormone qui dit au cerveau, c'est bon, ça suffit, on a assez mangé. Si vous allez plus vite que la capacité de l'estomac à sécréter cette hormone, vous allez manger plus. Vous mangez plus. Et c'est le fast, pas le food. Le food, c'est quoi? C'est du pain, de la viande, du fromage et une tomate. Pourquoi pas? Mais si on met très gras, si on mange très vite et debout, c'est pas bon. Alors, j'ai réhabilité, comme je l'ai fait pour la tartine, le sandwich jambon-beurre. Autour de moi, quand je dirigeais mon service,
et je sais pas, 200 employés dans mon service, les infirmières, les aides-soignants, les internes, etc. Combien manger un sandwich à la cafétéria, juste en face, un jambon beurre, par exemple? Bon, on est sur une radio où peut-être on pourrait imaginer un ton crudité, mais qu'importe, le sandwich de midi, ben, il n'est pas si mauvais que ça, en fait. Il y a des protéines. Vous expliquez d'ailleurs, vous dites le piège serait plutôt dans la salade composée que dans le sandwich. Ah oui, et c'est pour ça que je condamne beaucoup les Pokéballs. Mes gamins, ils n'ont pas compris quand j'ai mis ça, le Pokéball, ils adorent. Mais le Pokéball, la plupart des Pokéballs, ils sont avec du saumon et avec de l'avocat. Vous me permettez d'expliquer? Un avocat, il faut 221 litres d'eau pour fabriquer un avocat. Vous vous rappelez la sécheresse tout l'été? Ces pauvres agriculteurs qui ont plus d'eau, d'accord? Pour faire 1 kilo de légumineuses, des lentilles, des pois chiches, ce que vous voulez, il faut 30 litres d'eau. Donc quand vous mettez de l'avocat, c'est bon l'avocat, il y a des oméga 3, le goût est sympa et tout, mais vous faites du mal à la planète. Et ça vient de... Et le saumon, lui, il n'a pas été pêché dans la Dour à côté, parce que c'est interdit, etc., puisqu'il n'y en a presque plus. Il est élevé, la plupart du temps, très loin, arrivant par un transport qui a dépensé beaucoup de carbone, etc. Donc, nous, on tient compte de tout dans le score. Et c'est pour ça que le Pokéball, il n'a pas une bonne note. Et sur la salade, par exemple, la salade César, elle n'a pas une mauvaise note, mais pourquoi? Parce qu'il y a du poulet, du blanc de poulet, qui n'est pas calorique, de la salade, généralement de l'iceberg, etc. Sauf, on vous dit, demandez au restaurant de vous mettre la salade, le sauce à côté, parce qu'elle est drôlement calorique, il y a du parmesan et tout dedans, et n'en mettez pas trop. C'est tout. Donc il faut changer notre façon de consommer, de voir ce qu'on vous donne dans l'assiette, dans le restaurant, dans le fast-food, etc. Et revenir à des vieilles traditions. Sur choisir le dessert, vous dites, ça, c'est pas très très compliqué. Ils se valent tous. Ils ont la même composition en sucre et en gras. Oui, alors, comme les biscuits d'ailleurs. Hein. On vous dit telle marque, un biscuit diététique et l'autre un biscuit normal. Je vais vous dire, au point de vue nutritionnel, c'est absolument identique entre les deux, pratiquement. Hein. Non, effectivement, il faut réhabiliter l'île flottante. Il faut réhabiliter la petite crème caramel. Il faut par contre arrêter le café gourmand, vous n'aimez pas. Ouais. Ben non, parce qu'en fait, vous vous dites, je vais pas prendre un vrai dessert parce que c'est calorique. Finissez avec 3 desserts, le total de calories, il est bien pire que votre truc, que le dessert que vous aviez envie de prendre. Prenez votre dessert, pas à tous les repas, pas à tous les jours, mais ne tombez pas dans cette manipulation marketing qui fait qu'on vous donne l'impression que parce que c'est des mini-desserts, finalement, c'est mieux. Mais non, le cumul de mini, c'est maxi. Un mot, professeur Kayat, sur les fromages. On n'a pas eu le temps de tout aborder. Sur les spécialités françaises, vous dites finalement elles sont moins riches qu'elles n'en ont l'air, donc vous les réhabilitez. Et les fromages, vous dites, sont des aliments qui sont intéressants et pourtant classés D ou E au Nutri-Score. Moi, je plains tous ces fabricants de fromage, ces éleveurs de brebis, etc. Leurs fromages sont bons pour la santé. Il y a du calcium, il y a des tas de bonnes choses dedans. Mais ils sont mal cotés parce qu'on vous dit 100 grammes. Je vous dis, j'adore le fromage, je ne mange pas 100 grammes de fromage. Un petit morceau avec de du pain. Et je prends une petite tranche, c'est 20 grammes. Donc pourquoi 20 grammes comme 8 grammes de beurre, pourquoi c'est eux? Et pourquoi 20 grammes de camembert, c'est eux? Non. C'est 100 grammes qui est eux, mais je ne mange pas 100 grammes. Voilà, alors 111 aliments passés au crible et cotés, une application au mois de janvier sur laquelle voilà, on pourra avoir des informations plus complètes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'ordonnance est dans votre assiette, chez Plomb. Professeur Kayat, je vous remercie beaucoup. Et on continue d'en parler juste après la pause. Plus de 90% des fromages d'Auvergne sont pasteurisés, en plus. Voilà, c'était une petite info que je donnais. Il n'y a plus de lait cru, docteur Serge Rafal. C'est malheureux, on se retrouve tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. La deuxième partie de Réfoy le mag, après une petite crème caramel qui fait plaisir quand même. Non mais on sait qu'on peut manger des crèmes caramel et des îles. C'est quoi, docteur Serge Rafale, votre dessert préféré? Allez, dites-nous, à part le gâteau au fromage blanc, à chaque fois vous nous racontez le gâteau au fromage blanc. J'aime bien les crèmes aux œufs. Ah, les crèmes aux œufs, ça c'est bien une crème aux œufs. Je vais vous dire, l'œuf, c'est probablement le meilleur aliment qui existe sur la terre. Ouais. Tiens, on fait un petit tour du côté du supermarché. Tiens, je vous pose, on a déjà abordé la question dans la première partie avec le docteur Serge Rafale, le professeur David Caillac. L'ordonnance est dans votre assiette, paru chez Plomb. On se balade à l'intérieur du supermarché. Plus de 75% des courses en France se font dans les supermarchés. Plus de 90% de ce que nous produisons part à l'export. Plus de 90% de ce que nous mangeons vient de l'import. Nous sommes dans une aberration, un échange économique, alimentaire, d'une aberration folle. Quand on se balade dans le supermarché, la crème caramel, donc je vous ai posé la question, les œufs, est-ce que c'est bien? Vous faites des réponses rapides. Les œufs, très bien. Donc la crème aux œufs, très bien. Il y a un peu de caramel, donc du sucre, mais ça reste dans des proportions. À privilégier les œufs élevés, pas au sol, mais à l'extérieur, si tant est que. Bien sûr. Voilà. Les yaourts. Les yaourts, c'est un très bon aliment, le yaourt. Nature, j'imagine. Nature. Après, il y a aux vrais fruits, c'est pas mal, mais ceux qui sont avec des arômes et avec du sucre et de synthèse, ça, c'est pas bon. Moi, je prends très souvent le matin un yaourt avec une petite cuillère de confiture nature, donc avec un petit coup de confiture. Le vin. Mais oui. Merci. Le vin, est-ce que c'est bien pour la santé? Non, c'est l'excès de vin qui n'est pas bon pour la santé. Le vin consommé avec modération. Je vous rappelle d'ailleurs que, bien sûr, je vais me faire assassiner demain, mais je vous rappelle que les repères de consommation du Haut Comité de Santé Publique, c'est 10 verres par semaine, c'est-à-dire 2 verres par jour, pas tous les jours. Vous vous rappelez, c'est le slogan du Haut Comité de Santé Publique. Influencé par les lobbies, professeur Caillac, là quand même, 10 verres, parce qu'à chaque fois, quand on interroge, on dit que l'alcool, c'est toxique. Mais je peux vous dire que chaque fois que je dis qu'on peut boire un petit peu de vin, je me fais massacrer par les ligues anti-alcool, alors qu'il y a une différence entre boire 2 verres de vin à un repas, ou un verre à midi, un verre le soir, et être alcoolique. Vous fustigez dans un article dans une grande revue scientifique, le Lancet, qui mettait en garde contre le danger du premier verre, qu'il était en réalité pour une personne sur 25 000. C'est ça. C'est un statisticien qui a repris une certaine étude et qui a montré, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le livre d'aujourd'hui, mais c'est en fait, c'est très peu. Il faut imaginer, l'étude, c'était de prendre, je crois, 40 000, pardon, je vais peut-être me tromper sur les chiffres, ou 40 000 personnes à qui on va faire interdit de boire de l'alcool pendant 1 an, et les mêmes 40 000, même âge, même sexe, même couleur, même tout, à qui on va faire boire 2 verres de vin par jour. Et à la fin, l'excès de mortalité dans le groupe qui a bu par rapport à celui qui a été totalement abstinent, c'était 1 mort sur 25 000. Alors pourquoi vous pensez que c'est vous? Oui, non, mais c'est... Et l'exemple, je crois, Nicolas, dont vous alliez parler, qui est celui de la charcuterie et du cancer du côlon. On recevra prochainement Guillaume Coudray, qui vient de sortir un livre il y a quelques mois sur les nitrites inclus à l'intérieur des charcuteries. Donc, même chose, même question sur les charcuteries. Je vais vous poser la question sur le rapport entre la charcuterie et le cancer du côlon. Les études expliquent que manger 50 grammes de jambon par semaine, de charcuterie par semaine, augmente de 20% le risque de ce cancer, le cancer du côlon. Mais le patron de cancérologie que vous étiez explique que le risque pour chacun d'entre nous d'être touché par un cancer du côlon est 2%, 2-3%. Ouais, ce qui veut dire plutôt, ceux qui n'ont pas de polype. Qu'une augmentation de 20% de ce risque aboutit non pas à un surrisque de 20%, mais, comme on pourrait le comprendre, mais à 20% de ces 3%, ça fait 3,5%. Oui, en fait, même si vous considérez 2% qui est le chiffre pour ceux qui n'ont pas de polype, vous avez 2,4% votre risque, alors que le copain qui n'a jamais mangé un jambon, il est à 2%. La différence, c'est 0,4%. Je dis pas, c'est pas ce qu'on a dit en anglais du risque free, c'est-à-dire sans risque. Il faut revenir. Alors, je crois que vous vouliez citer un autre de mes passages de livre sur la différence entre le risque et le danger, mais il faut arrêter, quoi. 0,4% d'augmentation de votre risque en échange de, si ça vous plaît. Ah ben non, si vous n'aimez pas la charcuterie, oubliez, hein. Le 0,4, c'est déjà trop comme sur-risque pour quelqu'un qui s'obligerait à manger des charcuteries.
Mais si ça vous plaît... Mais c'est pas 20%, quoi. Voilà. C'est 0,4. Oui, les gens ont tous compris qu'ils avaient 20% de cancer. Oui, le passage du livre dont vous parliez et dont j'aimerais qu'on aborde sur la question, vous parliez de l'absorption de viande chez les Américains dans la première partie de Réfoy. Le risque est infiniment plus majeur que d'être tué lors d'une baignade par un requin. Vous aviez parlé... L'exemple. 4 morts, dans l'année 4 personnes 2022. Dans l'année 2022 de il y a requins, et combien aux États-Unis pour avoir mangé du cheeseburger. C'est-à-dire, vous savez, j'ai adoré cette idée que j'ai compris à un moment donné où était le problème. C'est quand vous dites qu'il y a une augmentation de 20%, les gens ils comprennent qu'ils sont 20%. Non, c'est une augmentation. Regarde. Et c'est toute la différence entre le risque et le danger. Et je donnais un exemple mais que je trouvais stupide, mais qui est vrai quand même techniquement. Je veux dire, je ne mens pas. Le requin, le gros requin blanc, là, c'est dangereux. Où est le requin blanc? C'est la transitivité, vous vous rappelez? C'est pas le plus dangereux, c'est le marteau ou le tigre qui est le plus dangereux. Enfin bon, allez, les tigres. Les requins tigres, c'est dangereux. Où sont les requins tigres? Dans la mer. Donc, vous baignez dans la mer, c'est dangereux. C'est techniquement vrai. Maintenant, est-ce que c'est risqué? Quelle est la probabilité, si vous baignez à Nice, d'être bouffé par un requin tigre ou blanc, même les deux? C'est la faute de Steven Spielberg. En 1975, il nous a fait peur à tous. Il y avait un autre exemple. Voler est dangereux pour l'homme, on ne sait pas voler. Donc, qui vole l'avion, donc monter dans un avion, c'est dangereux. On a et pourtant, 3 milliards de voyageurs par an. Et c'est le mode de transport 700 morts. Le plus safe du monde. 3 milliards 700. À cause de ça, quand on monte dans l'avion, tout le monde se signe en disant « Oh là là, c'est dangereux ». Vous évoquiez dans votre précédent ouvrage 7 facteurs de risque. On en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé dans la première partie. Alcool, tabac, gourmandise, le sel, le soleil, les écrans et la sédentarité. La sédentarité, un mot là-dessus, terrible. Terrible parce que ça double le risque de rechuter pour une femme qui a eu un cancer du sein, par exemple, juste pour vous donner un chiffre. Donc l'obésité, il y a l'obésité, dans lequel la sédentarité va jouer un rôle, puisque l'obésité, c'est la différence entre les calories que vous mangez et les calories que vous dépensez. Donc, ça va jouer un rôle. Mais la sédentarité elle-même, c'est-à-dire l'absence d'activité physique, augmente le risque de la plupart des maladies, de ces fameuses maladies non communicables, diabète, cardiovasculaire et cancer, par exemple. Mais ce que les gens n'ont pas compris, là aussi, c'est qu'on leur a jamais dit d'aller faire du sport. Sinon, ça voudrait dire que le chômeur... Vous disiez en première partie, il y avait les annonces manger, bouger surtout, et vous dites que ça n'a pas vraiment... Écoutez, en gros, quand on prend les chiffres, professeur Kayat, la sédentarité, c'est 95% de la population. Oui, mais attendez. Pourquoi on n'arrive pas vous savez, quand ça défile à toute vitesse en bas de la pub, franchement, vous pensez que ça va avoir un impact, ce truc? Que la mère de famille, elle attendez, peut ralentir un peu, que j'ai le temps de lire? Non. Donc, c'est un peu artificiel, tout ça. Non, ce que la science dit, c'est pas qu'il faut faire du sport. Sinon, le chômeur qui a à peine d'argent pour survivre, comment il va trouver de quoi faire du sport, prendre du temps, etc. Non, c'est l'activité physique. Alors, je vous donne un exemple qu'on donne dans le livre. On vous donne pour chaque sport combien vous dépensez de calories par... On vous dit, si vous mangez un cheeseburger, il faut 2 heures de course à pied ou 30 minutes de ceci ou de ça. Oui, c'est souvent 2h30 de marche. Oui, bon, parce que la marche, tout le monde le fait. Mais nettoyer sa salle de bain, c'est 200 calories. C'est de l'activité physique. Alors moi, ce que je préconise, c'est qu'on ne peut pas de passer de sédentaire avec la vie qu'on mène, on rentre le soir tard, des heures de transport. Moi, je vois mes assistants, c'est vraiment pas facile, la vie. De quoi, le métro, sortir une station avant, ça marche pas, ça? Si, justement, c'est ça. Vous habitez au 4e, prenez l'ascenseur jusqu'au 3e et montez un étage à pied. Mais dans le métro, personne ne prend les escaliers, ils prennent tous l'escalator, honnêtement. Oui, il faut... si vous faites du sport, ça va. Si vous en faites pas, faites de l'activité physique. Alors un petit mot sur le craquage. Le craquage, on est devant la télé, voilà, là, entre les repas. Combien il faut de repas par jour? Petit déjeuner, vous Moi, êtes... je suis pour le goûter parce que ça évite d'avoir très faim en rentrant à la maison le soir. Mais l'après-midi, c'est un fruit, c'est un biscuit, c'est des choses très simples l'après-midi. Mais par contre, les enfants, c'est très important, le goûter des enfants. C'est fondamental. Alors sinon, oui... il y a 4 repas recommandés que moi en tout cas je recommande. Les 3 et le goûter. Les 3 et le goûter, voilà. Éviter le grignotage. Éviter bien sûr le grignotage, parce que ce grignotage, il n'arrive jamais à la sensation de satiété. Et en plus, généralement, vous grignotez des trucs industriels où l'industriel, il a calculé le goût avec des tests pour être sûr que vous arrêtez jamais.
je ne veux pas donner de marque de trucs, mais moi, ça m'arrive aussi. J'achète un paquet de trucs dans le train, mais il pourrait me mettre 4 paquets, j'irai au bout. Hein. Ça ne s'arrête jamais. C'est juste salé comme il faut, juste paprika, juste fumé, juste tout ce qu'on aime, quoi. Donc, il faut faire attention, mais ça n'est pas interdit, encore une fois. Je n'interdirai jamais rien à ceux qui m'écoutent ou ceux qui me suivent. Hors antenne, pas tous les jours. hors antenne, vous étiez plus indulgent sur la lessiveuse de popcorn qui a vraiment le don de m'irriter quand je vais au cinéma. Non, moi, elle m'irrite parce que ça fait du bruit. Ouais, et pire, les gens qui ouvrent les bonbons. Non, moi, ils attendent d'être dans le noir pour ouvrir, enlever leur manteau, fermer leur téléphone et ouvrir un sachet de bonbons. Mais s'ils ferment le téléphone, c'est bien, parce que moi, je supporte pas la luminosité des écrans. Involontairement, je regarde l'écran du mec au lieu de regarder Bon, mais je pense que le cinéma va finir par bonrir de ces comportements qui ne sont pas très bien dans les salles. Mais vous êtes indulgent, par contre, sur le popcorn. Le popcorn, le cinéma, vous n'allez pas aller au cinéma tous les jours. Vous allez aller au cinéma tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Si quand vous allez au cinéma, vous prenez le petit paquet de popcorn salé ou sucré, vous n'allez pas mourir. Profitez, et puis c'est tout. Et pas l'esquimau. Alors, l'esquimau, lui, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est bon. Le double caramel, amande, machin, avec le cœur à l'intérieur. Un peu sucré quand même, un peu sucré. C'est gras, c'est sucré. C'est pour ça que c'est bon. Hein. On excite nos papilles, donc, mais c'est une fois par mois. Il y a j'ai vu sur un réseau social, là c'est le plus grand champion de MMA à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tous les mecs face à lui ne tiennent pas plus de 9 secondes, je crois. Hein. C'est d'une violence. Et j'ai mon copain Philippe Cavrivière qui s'est testé dans l'émission du samedi soir face à lui, voilà, pour faire un gag. Et ce champion de MMA dit que moins il mange, plus il grossit. Et que donc il a discuté avec sa diététicienne, sa nutritionniste, et qu'en fait, plus il bouffait, plus il mangeait, moins il grossissait. Non, en fait, c'est pas qu'il grossit, c'est pas le tour de taille, c'est le poids. Pourquoi ? Parce que 1 litre de muscle pèse beaucoup plus dur qu'1 litre de graisse. Alors les gens, ils se trompent parce qu'ils disent 1 kilo de graisse pèse moins lourd qu'1 kilo de viande, de muscle. Non, c'est 1 kilo dans les 2 cas. Vous savez, c'est les plumes et les plombs. Mais 1 litre, volume de graisse, que vous avez en mangeant tous ces trucs dont on a parlé qui sont pas bons, c'est beaucoup plus léger. Alors quand on fait du muscle, on pèse plus lourd. Vous parliez de la satiété tout à l'heure. Il faut quoi ? C'est quoi ? 1 quart d'heure, 20 minutes pour que la digestion... Là, je vais vous raconter une histoire. Il y a une quinzaine d'années, une très très belle étude où on a pris les individus volontaires, on les a séparés en 3 groupes. Un prenait une soupe chaude pour commencer le repas, l'autre une soupe froide et le troisième les mêmes calories mais sans soupe. D'accord ? Le groupe qui avait la soupe chaude, il a maigri, les autres non. Parce que la soupe chaude, il faut souffler, il faut y aller doucement. Vous prenez du temps, et ce temps-là va permettre à votre organisme de savoir qu'il mange, qu'il est en train de manger, et qu'il est arrivé à la satiété qu'il faut arrêter. Il a le temps de sécréter la leptine. La leptine. On a entendu. Alors, il y a des nouveaux médicaments qui ralentissent la vidange gastrique, maintenant qui arrivent, qui vont coûter à la Sécu une fortune, mais qui devraient permettre de maigrir. Un peu pas dans l'univers de la soupe, mais pour parler de l'eau, on avait entendu parler de 2 verres d'eau avant de prendre un repas, parce que ça cale. L'eau chaude, oui. L'eau normale, à température ou fraîche, oui, mais c'est évacué tellement vite, l'eau de l'estomac. C'est en quelques secondes. Hein. Et un petit mot sur les contenants, alors, pour parler toujours de la satiété, les petites assiettes plutôt que des grandes. Ah bah, les petites assiettes, ça vous donne l'impression que vous avez un gros repas, alors que le repas, il était moins gros. Pour les doses, vous utilisez... Il y a des règles. Vous utilisez la règle de la main. Expliquez-nous ce que c'est. C'est le poing, la main entière, tout ça. Il y a un très beau diagramme dans le schéma. Oui, c'est parce que... Le beurre, c'est l'index. C'est-à-dire un petit peu, 8 grammes, je vous ai dit tout à l'heure. La petite barquette. Le fromage ou la crème, c'est le pouce. C'est le pouce, c'est-à-dire un petit peu plus. Vous allez manger... Alors, c'est 8 grammes pour le beurre. C'est la portion qu'on vous donne au café, au bar. Le fromage, le petit quart, c'est 25 grammes, donc c'est le pouce. La viande, c'est la paume de la main. Il faut croire qu'aux États-Unis, ils doivent avoir des paluches énormes, alors, parce que c'est 200 grammes. La pâte à tartiner, professeur Cayatte, pour mon petit-fils, c'est une cuillère à café ou c'est le pouce? J'en ai découvert une très bonne de Michel Cluizel, qui est excellente. C'est pas le Nutella, là, je vous la recommande. Je fais un peu de pub, là. Le problème, c'est que les gamins, tout le monde adore cette pâte à tartiner
Celle On de ne Michel citera Cluzel, pas. elle est excellente. Oui, je sais. Mais bon, c'est difficile. Il faut limiter. Il ne faut pas interdire. Les gamins, ils ont du plaisir. Allez, on parle avec le docteur Vladimir Mitz d'une des conséquences peut-être de tout ce dont on est en train de parler, la cellulite. Docteur Vladimir Mitz. Radio J. Bréfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio Bonjour docteur Vladimir Mitz. Bonjour chers amis. Je dis une des conséquences de l'alimentation, pourquoi pas la cellulite. Qu'est-ce que c'est exactement déjà la cellulite? C'est un drame pour les femmes à part ce qui drame. les portent, parce qu'elles vont passer le temps de leur matinée à se pincer les cuisses et faire apparaître ces bourrelets. Alors pourquoi est-ce que ces femmes ont la cellulite? Je voudrais vous expliquer sur le plan anatomique qu'est-ce qui se passe. La peau des femmes est très belle. En dessous, sous cette peau, il y a une petite couche de graisse, c'est comme le beurre sur la tartine, c'est une couche qui est assez mince. Et en profondeur, il y a une autre couche de graisse qui est plus épaisse. Les cellules sont faites de petits pois, si vous voulez, parfois même comme des haricots. Et ces différentes couches sont séparées par des membranes. Et ce qui se passe, c'est que la peau est reliée en profondeur aux muscles par des ligaments, des cloisons fibreuses, ce qui fait que la peau ne tombe pas quand on est debout, elle ne tombe pas sur les chaussures ou sur les pieds. Donc cette peau, elle tient, elle est accrochée par ces différentes membranes. Et quand certaines femmes mangent, même normalement, elles vont stocker de la graisse non pas en surface, mais à l'intérieur de ces cajots limités par ces cloisons. Et donc, cette graisse va être à ce moment-là en tension. Et il suffira qu'elles mettent les mains sur les cuisses pour faire apparaître des capitons, comme les canapés de Chesterfield. Et ça les agace très profondément. C'est donc finalement un stockage inutile de graisse en profondeur, non pas dans la graisse de surface, et cette graisse part très difficilement. Depuis les travaux d'Illouz qui avait inventé la liposuction en 1978, on sait que là, le seul moyen, c'est la liposuction. Pourquoi? Parce que la liposuction consiste à faire un ménage chirurgical, comme une femme de ménage qui enlève la poussière par terre. Eh bien là, il faut perforer en quelque sorte toutes ces cloisons, et puis aspirer la graisse qui est en excès. D'ailleurs, un des points fondamentaux, c'est que la liposuction ne suffit pas. Dans les cas très importants où il existe une cellulite, donc espèce de canapé, d'attirance de la peau vers la profondeur. C'est comme Schwarzenegger, ça revient. Alors oui, on doit utiliser une canule un peu spéciale qu'on appelle la canule fourchue, parce qu'elle nous permet de couper ces petites cloisons et de libérer en quelque sorte de la place pour que la graisse, cette graisse qui est en demi-profondeur, puisse de nouveau s'étaler, et en plus en quantité réduite, parce qu'on aura fait la liposuction. Alors, cette cellulite, elle concerne donc des cellules très spéciales qu'on appelle les adipocytes, que tout le monde, vous connaissez bien, et que nous aussi, on connaît bien. Qui ne meurt jamais. Ils ne meurent jamais, et en plus, comme disait Raymond Villain, qui était mon maître à Boussicot, le printemps arrive, l'adipocyte devient le roi des médias. Parce que les femmes se déshabillent, parce que soudain, ce problème de l'accumulation de cette graisse leur pose un problème. Alors il y a le problème de santé que vous avez abordé pour notre vie, pour vivre plus longtemps, mais pour beaucoup de femmes, le fait d'avoir ces désordres cutanés, cette espèce d'attirance de petites cloisons qui les irritent profondément, ça leur gâche la vie. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de solution médicamenteuse. On a vu surgir des méthodes de, je ne sais pas comment les appeler, de palper, rouler, tout ça, ça marche pas? Alors là, je voudrais vous faire un petit point sur la question, parce qu'évidemment, les industriels, voyant l'importance de cette cellulite chez les femmes, se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas les traiter autrement que par la brutalité de la chirurgie et de la liposuction? Qu'est-ce qui a été essayé? Des dizaines de méthodes depuis des années et des années. Body lift. Alors, d'abord, la première chose qui a été essayée et qui n'a pas bien marché, c'était de chauffer. Chauffer, ça sert à rien. Alors après, on est passé à refroidir. Ça s'appelle la cryothérapie. C'est-à-dire qu'on met sur la graisse des packs de froid. Ben, ça marche un petit peu, mais ça a des conséquences néfastes, parce que qui dit brûlure ou gelure, c'est un inconvénient pour la peau. Il peut y avoir des marques, une inefficacité, et puis ça ne marche qu'à un endroit. Or, quand une patiente est atteinte par ce problème de la cellulite, c'est quelque chose qui est plus global. Donc, il faudrait recommencer plein de fois, et c'est pas très efficace. Encore plus moderne, on a essayé de le traiter par des ondes. Alors, on a essayé la radiofréquence, qui est une espèce de chauffage. L'idée, c'est de chauffer la peau par en dessous, de façon à ce que cette graisse fonde. Alors, on utilise l'ultrafréquence, la lumière pulsée. Parfois même, on introduit des sondes avec un laser pour essayer de la cuire, cette graisse, la faire fondre avant de l'aspirer. Toutes ces méthodes ne sont pas inefficaces.
elles peuvent aider, mais elles ont un inconvénient, c'est qu'on ne contrôle pas très bien le geste et qu'il y a des complications à type de brûlure, d'insuffisance. Et donc finalement, le chirurgien, un peu expérimenté, continue de travailler à la main, comme la couturière, à faire un travail en douceur, comme le violoniste. J'ai jamais vu encore d'archet électronique qui joue directement sur un violon pour faire du Paganini. Ça se fait quand même encore à la main. Et là aussi, notre travail doit être un travail manuel parce qu'il y a souvent une différence gauche-droite, c'est très compliqué. Et puis il y a les rapports avec le patient. C'est très très compliqué pour nous, quand on voit arriver une patiente qui a ce problème, d'essayer de la conforter en lui disant qu'on a des solutions, que ça va prendre du temps et que ça suppose aussi chez elle un effort de régime. Qu'elle fasse vraiment attention parce que faire ces interventions alors que la patiente n'a pas encore maigri, c'est une aberration. Le rapport entre alimentation et cellulite, comment est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce qu'on peut l'établir? Est-ce qu'il y a vraiment une relation ou... Sur l'alimentation cellulite, je suis totalement dans l'incapacité de vous répondre. Je crois que Zemix le fera mieux que moi. Mais enfin, c'est une certaine forme de stockage de la graisse qui est responsable de cette cellulite. Mais la graisse en général, de toute façon, c'est dû à un excès d'alimentation par rapport à la dépense calorique. De toute façon, vous faites rentrer des calories, vous en faites sortir. Si le bilan est positif, il y a plus de calories qui rentrent que de calories qui sortent, vous allez grossir. Si c'est l'inverse, vous allez maigrir. Et si vous êtes à peu près stable, pas sur un jour ou sur un repas, mais sur le temps, vous allez avoir un poids stable. La liposuction, c'est alors donc la solution la plus pérenne, Oui. celle qui dure le plus longtemps dans le temps avant que d'y revenir? Oui, en moyenne, c'est 10 à 15 ans de stabilité, avec quand même une pathologie un peu spéciale qu'on appelle le lipédème. Qu'est-ce que c'est? C'est une maladie des membres inférieurs où il y a non seulement un stockage de graisse excédentaire, mais une infiltration d'eau. Et puis il y a encore une troisième pathologie, c'est ce qu'on appelle le lymphédème. La lymphe, c'est les égouts de l'organisme, et certains patients ont des ganglions lymphatiques, qui sont en quelque sorte des petites usines d'épuration. Eh bien, ces usines sont bloquées, et on a un gonflement énorme des membres par accumulation de lymphe. Et heureusement, il y a des traitements pour toutes ces conditions. C'était surtout les femmes à qui on enlevait les ganglions sous le bras pour des cancers du sein qui avaient ces énormes lymphodèmes. Effectivement, mais déjà, nous, en cancérologie, on est beaucoup moins invasif. On enlève un ganglion maintenant et non plus 20, 40. On appelle le ganglion sentinelle. Si lui est touché, si lui n'est pas touché, les autres ne seront pas touchés. Donc, inutile d'aller les enlever. Et puis, effectivement, il y a des réparations aujourd'hui. Un petit message juste. Merci, docteur Vladimir Mitz. Un petit message juste pour ma compagne, Alexandra. Donc, tu annules les rendez-vous LPG de la semaine prochaine, qui comptent un petit peu. Voilà, merci. On termine avec le professeur Kayat. L'ordonnance est dans votre assiette, paru chez Plomb. Les dernières questions, il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. Vous avez parlé des salades composées. Les plats mijotés, très bon. Faits à la maison, très bons. Moins, on a compris, ceux qui sont industriellement préparés avec les additifs, et voilà, mais faits à la maison. Un bœuf bourguignon fait à la maison, une daube, un hachis parmentier, enfin j'ai une blanquette, c'est très bon. Et déjà, moi, vous m'avez entendu dire, les plats, enfin ceux qu'ont mangé nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qui se sont développés, on est plus développés aujourd'hui qu'ils l'étaient eux il y a 4 générations, c'est que ce qu'ils mangeaient n'était pas mauvais. On a été surpris en préparant l'émission sur les plats préférés des Français. Ouais. Là, c'est vrai, on pense très souvent on a entendu couscous numéro 1 en France, pas du tout. C'est magret de canard. Magret de canard. Le sud de la France. Oui, vous voyez, si vous allez sur Instagram, là, le nombre de recettes, de types qui vous montrent du magret. Plat préféré des Français, un petit mot, docteur Serge Rafal. Non, mais sur le rapport coronaire du magret de canard par rapport au nord de la France, c'est mieux de manger un peu de graisse de canard avec... Absolument, oui. Il y a un gradient nord-sud. On sait que la mortalité est beaucoup plus importante au nord de la France et de l'Europe en général que dans le sud. Vin rouge, canard, mieux que bière. Parmi les aliments qui protègent. Et pourtant, plat venu un petit peu du nord, les moules frites en deux, qui sont le deuxième plat préféré des Français. Parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher, mais pour les moules, c'est bien. C'est un fast-food pas cher et pas méchant. Par contre, sur les frites, vous conseillez dans votre ouvrage... Vous mieux les faire à la maison, c'est beaucoup moins calorique. Avec avec la friteuse sans graisse. Oui, ça s'appelle Actifry, mais il y en a plein maintenant qui existent. Et en fait, ça fait moins de 200 calories au 100 grammes, alors que les frites McDo, c'est 450 et plus. Et la dernière question de ce réfois, passé en votre agréable compagnie, professeur Kayat, la différence entre votre score à vous et Yuka, par exemple, le site qui est très fréquenté, que les gens aiment bien. Oui, écoutez, c'est très proche. Il y a l'environnement.
dont nous tenons compte beaucoup plus que tous les autres scores. Et puis, c'est vraiment... il n'y a pas d'idéologie derrière, c'est vraiment les faits tels qu'ils sont. Eh ben, on retrouve toutes ces informations Mais Yoka, c'est très bien, pardon. Dans votre passionnant livre, l'ordonnance, et dans votre assiette, paru chez Plon. C'était un plaisir de vous avoir avec nous pour ce Réfoua. Merci Dr Serge Rafal, merci Dr Vladimir Mitz, merci à l'ami Serge Surpin qui va manger un petit magret de canard ce midi, il me signale. Voilà. Merci à toutes et à tous et bonne journée à tous. Radio J. Réfoua, Serge et Nicolas Rafal.